construire dans ce que je suis, dans cet engagement, dans ma capacité administrative, politique, dans au fond l'homme que je suis. Et je vous dis évidemment cela en saluant le Mont d'Or. Alors, je vous donne une confidence. D'abord, j'irai de Manosque à Forcalquier, puis à l'Élysée, parce que je suis un petit Manosquin à l'origine. Et c'est vrai que tout à l'heure, je suis venu faire un tour au marché de Manosque, retrouver des amis, et je suis arrivé en voiture, j'étais accompagné par l'officier de sécurité et la sécurité du ministre. Et c'est vrai que toutes les images que j'ai vues étaient des images de moi gamin. Alors que quand je vais à Manosque, évidemment, ça m'a passé. Et je suis arrivé au bar où j'ai joué au baby-foot. Et c'est vrai que ça m'a étonné parce que quasiment toutes les images, et y compris j'ai regardé le bureau du maire de Manosque actuel, Bernard Jeanmet. Et en fait, j'ai pensé à mon premier rendez-vous dans le bureau du maire. Il y a un paquet d'années, j'étais scout à Manosque et on avait été avec le chef des scouts voir le maire pour lui demander une subvention pour nous aider dans nos activités de scout. Et alors, je pense que c'est une image que je n'ai pas eue depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Même quand je suis rentré dans le bureau de Bernard Jeanmet en étant moi-même maire. Et là, elle m'est revenue. Et c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de flashback de moi gamin. Et je sais ce que ça représente. Ça représente effectivement cette émotion d'un parcours personnel, d'avoir été à l'école du Colombier, au collège du Mont d'Or, au lycée de Manosque, et aujourd'hui d'être un ministre de la République. Et je serais juste couillon si je vous répondais je suis un politicien au mauvais sens du terme. Après, pour moi, les affects sont importants. J'assume cette part, j'assume mon émotion. Dimanche dernier, quand le président de la République a pris ses fonctions, il est venu me voir quand ensuite il a pris ses fonctions, le président du Conseil constitutionnel lui a reconnu son élection, il a fait le tour de la salle et quand il est arrivé à moi, et ces images ont fait le tour de France, elles étaient sur toutes les grandes chaînes, et pendant 30 secondes, je n'ai pas réussi à lui parler. Tellement j'étais ému, alors que je lui avais parlé la veille, que je lui ai parlé le soir. Bon, et voilà. Non, j'assume cette part d'émotion. Et je crois que si on fait de la politique et qu'on oublie qu'on est humain, avec ses forces, et j'en revendique pour ce qui me concerne, mais aussi ses fragilités, et je les assume, on se plante. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a de spécial pourquoi à un moment vous vous êtes dit oh, ce gars-là, il a quelque chose de plus que les autres et je le suivrai de partout. Je vais être bavard si vous me lancez sur ce sujet, mais j'ai assumé de dire que je suis tombé amoureux de cet homme. Évidemment, pas au sens sentimental, mais il m'a fasciné tout de suite. La première fois que je l'ai rencontré, c'était pour un rendez-vous, il était à l'Élysée, mais comme conseiller du président, et ça concernait une entreprise de la circonscription. Je vais la citer, c'était l'Occitane, qui connaissait une difficulté. Et il connaissait mieux le dossier au bout de 4 minutes que moi. Et ça m'a impressionné. Et puis tout de suite, on a parlé politique, société, voilà. Et on a cheminé, on a beaucoup discuté. Et ensuite, je l'ai connu quand j'étais rapporteur de sa loi. Et c'est la première fois que, comme député, je voyais un ministre qui ne disait pas « c'est ma loi, tu touches pas ». Au rapporteur, il disait « on va la réécrire ensemble ». Il y a une seule condition. Est-ce que ce que tu me proposes, c'est mieux que ce que je propose? Est-ce que ça vole ton truc? Et si ça volait, si on lui disait « ouais, notre truc, il est mieux », il disait « ok ». À la sortie, on a réécrit la moitié du texte. Et donc, c'est ce pragmatisme-là au quotidien qui m'a plu. Puis, je vais vous faire une confidence personnelle pour l'avoir côtoyé. Vous rencontrez rarement des hommes extraordinaires. Cet homme est extraordinaire. C'est comme au football. Quand vous regardez en Division 1, ils sont tous bons, les joueurs de foot. Mais il y en a quelques-uns. Zlatan, par exemple, quand on le voyait jouer, on disait « pétard ». Bon, pétard, comme on dit ici. Macron, c'est ça. Il a une puissance intellectuelle, une culture et en même temps une sympathie qui est extraordinaire. Moi, en ce qui me concerne, je préfère le rugby. Comme parle de rugby, c'est mieux. Un de mes adversaires, que je ne citerai pas, dit « mais vous vous rendez compte, il a été socialiste pendant 16 ans ». Il se trompe, j'ai été socialiste beaucoup plus longtemps que cela. Mais au fond, devrais-je être réduit à cela? Je ne le crois pas. Vous savez, d'abord, j'ai souhaité que mon premier déplacement ministériel soit dans mon département et à Sisteron chez Daniel Spagnou. Il n'y a pas de hasard. C'est parce que je voulais marquer ce lien-là, parce que je sais qu'il y a cette peur à Forcalquier, ici à Manosque, de dire « ah mais maintenant qu'il est ministre, on ne va plus le voir ». Les gens vont moins me voir, c'est vrai, parce qu'il faut que je fasse le boulot pour lequel le président de la République et le Premier ministre m'ont confié une responsabilité. Mais mes filles vont continuer, l'une à venir au lycée de Manosque, l'autre au collège de Forcalquier et après peut-être au lycée de Manosque. Ma vie privée restera ici, mon cœur restera ici, même si mon travail est là-haut. Et je sais ce que je suis. Et ce que je suis, c'est un élu local. Et ce lien, je le dois à ce territoire, à mes Alpes-de-Haute-Provence. Donc, en votant pour moi comme député, dans quelques semaines,
Les gens choisiront un député, mais choisiront aussi de savoir s'ils veulent qu'il y ait un ministre pour les Alpes-de-Haute-Provence. Parce que même si ma responsabilité est nationale, je serai le ministre des Alpes-de-Haute-Provence. Évidemment qu'il faut considérer les personnes en situation de handicap comme des personnes à part entière. Il y a eu des progrès faits, les maisons départementales du handicap, la note dans les Alpes-de-Haute-Provence qui est à Digne fonctionne et fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'il faut sûrement plus de moyens. Vous avez pu noter que lors du débat du second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il y avait à la fin du débat une carte blanche. C'est-à-dire que chacun des deux pouvait choisir le thème qu'il abordait. Madame Le Pen a choisi comme carte blanche de critiquer Emmanuel Macron. Elle n'a fait que ça, et même pour sa carte blanche, elle n'a pas pris un sujet. Emmanuel Macron, le sujet qu'il a choisi, c'est la question du handicap. Et évidemment, ça l'oblige, ça l'engage, et s'il faut, je le lui rappellerai. Le fait d'avoir choisi cette question-là l'engage et nous engage pour faire en sorte que la société s'adapte au handicap, et qu'une personne en situation de handicap ne soit pas coincée, bloquée, immobilisée, cantonnée à résidence, mais qu'au contraire, ce soit la société qui tende la main, les trottoirs qui s'aménagent, les escaliers qui deviennent ascenseurs. C'est ça que nous devons faire en sorte qu'une personne en fauteuil roulant, pour prendre un des handicaps que l'on connaît, elle soit, voilà, un des handicaps seulement, mais que la personne en fauteuil roulant, elle n'ait plus d'obstacles dans son cheminement. Mais c'est vrai aussi à l'école, et le fait qu'un enfant puisse aller à l'école comme tout le monde, mais qu'il ait du coup une personne dédiée pour l'accompagner dans l'école, c'est un des engagements de celui qui est devenu président de la République, donc il faut que ce soit une promesse tenue. Vous avez raison, et c'est l'essentiel du discours que nous a tenu le président de la République jeudi matin en réunissant le Conseil des ministres. On a cette obligation-là, ce rendez-vous historique, parce que si on se plante, effectivement, les populismes, que ce soit ceux du Front National ou ceux de la gauche coupée du réel, ces deux formes de populisme-là qui surfent sur la dénonciation, mais pas forcément sur le faire, parce que vous avez une extrême droite qui veut faire rêver et une extrême gauche ou une gauche insoumise qui veut faire rêver, mais qui est coupée des réalités. Je pense qu'aujourd'hui, on doit au contraire leur parler à eux, parler à leurs électeurs et entendre leur colère, mais en même temps apporter des réponses et se donner les moyens d'apporter des réponses. Il faut changer profondément l'Europe, mais il ne faut pas rejeter l'Europe. On a deux candidats, ceux de la France Insoumise et du Front National, qui dénoncent l'Europe en se disant qu'il faut sortir de l'Europe. C'est une faute. Ce n'est pas à l'échelle de la France, de ce petit pays qu'est la France, même si c'est une grande puissance, que nous allons résister à la mondialisation. Mais est-ce que cette Europe-là nous protège? Non. Elle ne nous protège pas suffisamment. Donc oui, il faut réécrire l'Europe. Et son premier déplacement consacré à la visite chez Angela Merkel du nouveau président de la République a été l'occasion d'attaquer des sujets comme la directive sur les travailleurs détachés, mais pas seulement, le droit social des travailleurs plus globalement, mais pas seulement. Et donc il est nécessaire de revoir effectivement la feuille de route de l'Europe. Nous aurons un conseil en juin. Et je sais que, pour en avoir parlé avec lui, Emmanuel Macron veut faire de ce Conseil européen de juin un moment de changement de l'Europe. Je vais vous parler un peu d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a su, et c'est peut-être une réponse à Marie-Pierre, devenir immédiatement président de la République. Je l'ai accompagné, vous le savez, depuis de longs mois, pendant de longues heures, quelquefois trop, qui m'ont éloigné de ce territoire, de mes miens, de mes proches, de mon territoire. Et j'ai été impressionné par la capacité de cet homme à devenir immédiatement président de la République. À l'instant où les choses étaient officielles dans le résultat ce dimanche soir à 20h, puis au moment où il est rentré dans la fonction dimanche dernier comme président de la République, il a su, jeudi matin, rentrer dans la salle du Conseil des ministres comme un président de la République. Il est rentré avec toute la solennité de ce moment, avec toute l'émotion. Seuls deux anciens ministres étaient présents. Il a su nous saluer collectivement, se déplacer vers son siège, s'installer et nous dresser la feuille de route. La feuille de route, non pas pour 4 semaines, mais pour 5 ans. Pour 5 ans d'action gouvernementale, pour 5 ans de transformation. Et il a su être président de la République. Vous savez, il y avait un autre ministère qui avait circulé pour mon nom, en dehors de fausses listes qui ont circulé, c'était le ministère de l'Intérieur. J'aurais adoré. Mais j'ai choisi ce ministère et je pense pouvoir dire, oui, je pense pouvoir le dire, alors que peu de ministres peuvent le dire. J'ai demandé au président de la République, quand j'ai échangé avec lui, ce ministère, parce que c'est un ministère transversal et éminemment politique. Je suis directement rattaché au Premier ministre en charge de 2 sujets majeurs, la parole politique du gouvernement et l'animation de la vie parlementaire pour chacun des ministres. Et donc il n'y a pas beaucoup de postes comme ça, très transversal. Donc en gros, je suis l'ombre
pas la lumière, mais l'ombre du Premier ministre. Et en cela, c'est un poste stratégique. Avec cette configuration particulière d'avoir un Premier ministre qui vient de la droite et qui a accepté la proposition du Président de la République de me confier cette responsabilité alors qu'il sait que je viens de la gauche. Mais pour cela, il fallait une confiance. La confiance, elle est marquée. Donc non, c'est entre nous, et certains journalistes nationaux l'ont souligné, c'est le ministère le plus politique de ce gouvernement. Oui, en même temps, c'est une expression fétiche chez lui, mais vous savez, je crois qu'on est sorti de cette société manichéenne, que tout est dans tout, la définition même du yin et du yang, et le fait qu'il y ait du noir, du blanc, et que nous soyons l'un dans l'autre. Moi, je crois que c'est la réalité, c'est ce que vivent les élus locaux. Pourquoi j'ai souhaité saluer Daniel Spagnoux et pourquoi il a salué ma nomination? Parce que justement, nous sommes des élus locaux, et que quand on est des élus, voilà, et quand on est des élus locaux, on sait que si vous aménagez un terrain synthétique pour le rugby à Sisteron, je ne sais pas bien s'il est de droite ou de gauche, et que si vous faites des investissements pour le cinéma de Forcalquier, c'est pas pour dire je vais produire que des films de gauche ou que des films de droite. Donc au fond, ce pragmatisme-là, il a été cassé par le bipartisme depuis le début de la Ve République. Bon, on est en train de dépasser cela. Et je vais vous dire, pour avoir passé de longs mois avec des femmes et des hommes de droite à élaborer le projet politique avec Emmanuel Macron, à conduire ensuite la campagne électorale, en dehors du premier quart d'heure où on s'est regardé un peu en chien de faïence parce qu'on ne se connaissait pas, on a bossé et la question de savoir si Jean-Paul Delevoye était ministre de Chirac et président de la Commission nationale d'investiture de la République En Marche, au fond on ne se la pose même plus. Moi j'ai découvert un homme, j'ai une passion, celle de travailler avec lui. Donc un gouvernement qui fonctionne à la manière d'une petite municipalité finalement, où les gens sont de tous bords et ne parlent jamais de politique politicienne comme on le dit, quoi, mais qui veut œuvrer dans le bon sens. Moi j'ai souvent utilisé ce terme de dire les mairies, les municipalités sont des petites républiques dans la République. Au fond, ce qu'on fait dans nos petites républiques, on va tenter de le faire pour la France.